Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette webconférence proposée par Odyssea qui a remporté un large succès parce que aujourd'hui, on était plus de 508 participants. Et dans le cadre d'Octobre Rose, donc moi, dédiée à la sensibilisation du cancer du sein, il nous a paru essentiel d'aborder le sujet de la prévention, comprendre les différents facteurs potentiellement à l'origine de la cancérogénèse. Donc, la cancérogénèse étant la formation d'un cancer. Et c'est une question qui nous est souvent posée lors de nos webconférences. Est-ce que cela peut être lié pour terre? Est-ce que cela peut être lié à telle ou telle exposition, à tel ou tel facteur déclenchant? Donc, ça nous a paru vraiment un sujet très important à aborder. Et nous allons voir ce soir, grâce à nos différents orateurs, que les facteurs sont multiples. Et c'est pourquoi nous avons le plaisir d'être entourés d'experts multidisciplinaires qui vont donc des sciences humaines, c'est-à-dire sociologues, économistes, et jusqu'aux oncologues. Et tous font partie d'un projet dirigé par l'ICEO, donc l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est dédié justement ce projet est dédié à la recherche sur la prévention. Merci à toutes et tous d'être là et ces experts donc vont nous expliquer quels sont les facteurs de risque, les facteurs prédisposants et comment ils impactent la formation des cancers du sein. Et nous terminerons donc par tous les aspects nutritionnels, diététiques, pour savoir comment mieux manger, pour améliorer cette prévention. Alors, ce soir, je vais vous présenter notre plateau d'experts et je les présenterai plus en détail à chaque intervention. Mais nous avons donc, je commence par les femmes, le professeur Bélanger. Bonsoir, Madame Bélanger. Le professeur Lelièvre. Bonsoir. Le docteur Goupil. Bonsoir, docteur Goupil. Le professeur Camponne. Bonsoir, professeur Camponne. Et le professeur Bessonneau. Bonsoir. Le docteur Van Steen nous rejoindra un peu plus tard. Merci infiniment à tous les 5, bientôt 6, d'être avec nous ce soir. Bonsoir Oriane, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement ces derniers mois, ces derniers temps. Il nous semblait important de répondre à ces questions, en tout cas d'essayer d'y répondre, en quoi l'environnement peut avoir un impact sur le cancer. Et nous avons la chance d'avoir un plateau formidable et incroyable ce soir. Et preuve en est que vous êtes très nombreux à participer à cette webconférence, qu'on est ravis d'avoir monté avec toi, Oriane, et avec l'ensemble des intervenants. Donc, bonne conférence à tous. Alors, on va commencer par le professeur Camponne. Donc, professeur Camponne, bonsoir. Vous êtes directeur général, président délégué d'Unicancer. Donc, Unicancer, c'est le groupe qui chapeaute, je ne sais pas comment dire, tous les centres de lutte contre le cancer. Vous êtes directeur scientifique du Cancéropole Grand Ouest et membre scientifique de Innovative Health Initiative. Et donc, je vais vous laisser la parole. Il faudra nous faire un petit point, s'il vous plaît, sur la prévention et notamment la prévention primaire et secondaire, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup et très heureux d'être avec vous pour partager quelques instants avec vous sur une problématique importante, sur la prévention. La meilleure façon de ne pas avoir de cancer, c'est essayer de le prévenir, même si c'est compliqué, et vous verrez que c'est quelque chose qui est multifactoriel et qui bien qu'on commence par la prévention secondaire. La prévention secondaire, finalement, c'est quoi? Je fais du dépistage. C'est-à-dire que j'essaye de trouver la tumeur la plus petite possible pour permettre justement que les traitements soient les plus efficaces possibles, que ce soit les traitements de chirurgie, de radiothérapie pour éviter la rechute locale ou les traitements dits systémiques, c'est les traitements qui diffusent dans l'ensemble de l'organisme en fonction des types de cancer pour éviter l'apparition des métastases. C'est ça le but du dépistage primaire. Le dépistage secondaire, pardon. Le dépistage primaire, c'est quoi? C'est d'éviter que la maladie survienne. Donc, c'est ce qu'on va voir, c'est comment on peut diminuer les facteurs de risque, comment on peut les maîtriser pour diminuer la survenue de cancer, donc par des habitudes alimentaires, d'autres habitudes que l'on peut prendre, mais il y a aussi toute une thématique sur le développement de médicaments pour prévenir, dans une population à risque, du moins, la survenue des cancers du sein. Alors, il y a quelques diapositives pour illustrer un petit peu tout ça.
Voilà, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est important de remettre tout ça dans un contexte. Je pense que tout le monde le sait, mais malheureusement, le cancer du sein est le premier cancer chez la femme, tant au niveau de l'incidence que de la mortalité. L'incidence, depuis quelques temps, augmente, et elle augmente pour une raison extrêmement simple, c'est que le dépistage est de plus en plus efficace, et donc on détecte de plus en plus de cancers. La bonne nouvelle, c'est que même si l'incidence reste élevée, le nombre de décès, bien qu'il reste la première cause de décès chez la femme, est en nette diminution du fait de l'apport du dépistage secondaire, donc la détection du cancer le moins avancé possible, et avec l'apport de tous les traitements. Donc là, c'est pour illustrer ce que je viens de vous dire, hein. L'incidence augmente, la mortalité diminue, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On sait que l'âge médian de survenue de ce cancer est autour de 50 ans, d'où l'intérêt des campagnes de dépistage à partir de 50 ans, justement pour avoir la meilleure probabilité. On ne va pas parler de chance, parce que chance, je ne suis pas sûr que c'est une chance de détecter un cancer. Bon, c'est une façon de parler, mais c'est peut-être la chance de le détecter tôt, par contre, avec moins d'incidence, en tous les cas, moins de conséquences. En tout cas, le pic est aux alentours de 50 ans et il augmente régulièrement. Il y a un vieil adage qui disait « plus on vieillissait, moins le risque était là ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Même si les campagnes de dépistage vont de 50 à 74 ans, il n'est pas stupide de continuer de faire des mammographies au-delà de 74 ans, compte tenu de l'espérance de vie aujourd'hui des femmes au-delà de 74 ans. C'est vraiment pour illustrer, et puis après mes collègues entreront plus dans le détail sur la carcinogénèse. La carcinogèse, c'est un processus, et ça c'est un mot important, un long processus, et vous allez voir qu'il est très très long, qui va altérer les cellules normales au cours du temps. Donc le deuxième mot, c'est le temps. Et ces facteurs, ils peuvent être endogènes, c'est-à-dire de l'individu. Donc il y a des facteurs génétiques. On sait qu'il y a certains gènes qui sont impliqués dans la réparation du code génétique, qui peuvent être impliqués dans la genèse des cancers du sein. Tout le monde connaît les gènes BRCA1, BRCA2, il y en a d'autres, PALB2 ou P53, qui en plus permettent de faire un dépistage particulier chez ces femmes pour lesquelles on a détecté chez l'ensemble de la descendance. On commence le dépistage plus tôt, on a des examens un peu plus spécifiques. Voilà, donc cette première cause, mais qui nous représente très très peu de cas, pas plus de 5%. Il y a les facteurs endocriniens, et qu'est-ce qu'on entend par les facteurs endocriniens? Finalement, c'est l'exposition aux œstrogènes. Et l'œstrogène, ça commence à la puberté, ça finit à la ménopause. Donc c'est un deuxième point important, c'est l'exposition à cette hormone qu'on appelle les œstrogènes, qui va jouer un rôle capital. Et plus la période d'exposition aux œstrogènes est importante, plus le risque augmente. Voilà. Et ça, c'est important, ça explique pourquoi, à chaque extrémité de la vie, une puberté tardive, une ménopause précoce, on diminue le risque. Une puberté précoce, une ménopause tardive, on augmente le risque. Et puis, il y a des facteurs qu'on dit exogènes, qui sont liés à l'environnement. Il y en a différents. Vous avez les agents chimiques. Donc, il y a l'alimentation, avec les apports hypercaloriques. Il y a l'alcool, qui est un des facteurs dits de risque. Puis les agents physiques, c'est les radiations ionisantes. Alors, les radiations ionisantes, c'est les premiers cas qui ont été décrits, c'est après Hiroshima, où on avait une incidence plus importante de cancer du sein malheureusement chez les femmes qui avaient subi l'explosion des 2 bombes atomiques. Et puis après, dans les années 60, c'était plus par la scopie, quand on suivait les gens pour les suivre au niveau des images thoraciques, quand on faisait une tuberculose pulmonaire. Et puis les progrès de la radiologie, c'est pour rassurer tout le monde. Les doses d'irradiation sont de plus en plus minimes. Donc ce risque-là, aujourd'hui, il est quasiment réduit à zéro, du moins dans le sens radiation ionisante pour faire des images. En tout cas, c'est réduit à zéro. Et puis il n'y a pas de bombe atomique encore aujourd'hui, j'espère qu'il n'y en aura pas demain. Quand je vous disais que c'est un long processus, le processus, c'est quoi? C'est une cellule normale qui va commencer à se transformer par plusieurs étapes pour devenir une cellule cancéreuse. Et ici, c'est l'illustration de ces différentes étapes. C'est-à-dire que la cellule qui se transforme garde des caractéristiques de la cellule normale, et puis petit à petit, elle se transforme, elle acquiert des propriétés qui ressemblent aux cellules cancéreuses.
Et une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui est capable de proliférer à l'infini, de détruire son environnement, de fabriquer des vaisseaux sanguins pour lui permettre de partir dans la circulation générale. Et quand elle part dans la circulation générale, ben ensuite, elle vient se nicher dans des sites autres que le sein, le poumon, le foie, les os. Et là, on parle de métastase. Donc, c'est toutes ces propriétés que va acquérir la cellule cancéreuse par différents processus et différentes étapes. Et voilà le diagramme qui est important. Vous voyez que quand on parle de carcinogénèse, donc ce long processus qui se découle au cours du temps, vous avez 3 grandes étapes. Une étape d'initiation, c'est-à-dire la cellule normale va commencer à se transformer, et c'est un événement qui est assez précoce finalement. Il commence à la puberté. Deuxième processus, c'est ce qu'on appelle la promotion, c'est-à-dire que les cellules commencent à croître, elles acquièrent des capacités de cellules cancéreuses, et puis, vous voyez, hein, ça prend de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, et puis vers l'âge de 45 ans, 50 ans, c'est là où on fait le diagnostic, parce qu'il y a une progression de la maladie. Donc, vous avez toute une partie de la maladie qui est, je dirais, comme un sous-marin, qui est sous l'eau, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas détecter à ce jour. Et puis, la masse tumorale est suffisamment importante pour que cette fois-ci, on peut la détecter. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on fait du dépistage, aujourd'hui, le standard, c'est faire tous les 2 ans. Parce qu'on considère que c'est le bon timing pour détecter justement de l'étape de promotion à l'étape de progression. Sauf que chez les femmes à risque, donc c'est les femmes qui considérées comme génétiquement prédisposées à, la surveillance, elle, se fait de manière plus rapprochée et tous les ans. Et quand on surveille, on fait tous les ans. N'empêche que, ici, ça prend entre 15 et 20 ans. Le message, c'est quoi? C'est que le cancer champignon n'existe pas. C'est un très long processus. Il n'y a pas de phase d'accélération, sauf quand vous êtes à Hiroshima, c'est-à-dire que l'exposition est tellement importante que le temps ne joue pas. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point important, et ça explique les différents créneaux, les différents temps où il faut mettre en place les mammographies de dépistage. Voilà ce que je pouvais dire en introduction, et puis après, je vais laisser la parole à mes collègues pour qu'ils rentrent plus dans les détails. Mon micro était fermé. Merci beaucoup, professeur Compagne. Donc, on a compris que, à part cas exceptionnel, c'est un long processus et l'importance dans ce mois d'octobre de rappeler justement que le dépistage doit être fait régulièrement au cours de sa vie. Donc, si j'ai bien retenu, de 50 à 74 ans selon les recommandations actuelles. Exactement, c'est ça. Sauf chez les femmes à prédisposition génétique, où on commence beaucoup plus tôt, on commence à l'âge de 25 ans, et c'est un dépistage qui se fait de manière annuelle, et non pas de manière tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ce que je propose, Anne, c'est que nous passions à un trio, le professeur Bélanger, le professeur Lelière et le professeur Bessonneau, et on posera des questions à l'issue de ces 3 interventions qui ont une certaine logique entre elles. Donc, professeur Bélanger, bonjour. Donc, vous êtes économiste. Donc, c'est un peu différent du monde de la santé. Vous êtes responsable du département des sciences humaines et sociales et de la promotion de la santé et de la prévention de l'ICO. Et vous co-présidez avec le professeur Lelière le réseau international de cancer du sein et nutrition qui s'appelle IBCN. Et je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci Oriane et merci aux organisateurs et organisatrices de ces webinaires. C'est un grand plaisir de contribuer à ces échanges, comme vous l'avez dit, pendant le mois d'Octobre Rose. Et bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Ma présentation donc porte sur l'environnement social, si je la vois. Merci. Donc, oui, donc l'objet de la présentation est d'aborder de manière assez large ce que constituent les facteurs sociaux, psychosociaux et environnementaux, donc le facteur de risque du cancer du sein. Donc, je reprendrai les expressions de
du professeur Camponnet, à savoir qu'il existe des cancers du sein et les facteurs de risque sont multiples. Ma présentation va se dérouler en trois temps. D'abord, je vais expliquer pourquoi on retient l'approche de l'environnement social et sous quelle forme. Ensuite, j'aborderai quelques-uns des facteurs, quelques-uns en 10 minutes, on ne peut pas faire beaucoup, quelques-uns des facteurs socio-économiques ou psychosociaux qui peuvent contribuer donc, aux facteurs de risque des cancers et souvent de manière associée à d'autres facteurs environnementaux ou comportementaux. Et à la fin, je verrai donc quelles sont les actions que nous pourrions prendre et à quel niveau. Donc, tout d'abord, la réduction des risques. Alors, j'aborderai la réduction des risques à la fois, bien sûr, au niveau primaire, comme vient de le rappeler le professeur Camponnet, mais aussi au niveau des séquelles du cancer et des récidives. Et cette réduction des risques suppose de prendre donc en compte l'environnement. Et l'environnement pris au sens large, puisque, comme vous le notez dans l'étude qui est présentée ci-dessous, qui a été réalisée par Santé publique France, environ 4 cancers sur 10 pourraient être évités si l'exposition aux facteurs environnementaux et au mode de vie, disent les auteurs, était réduite à un niveau optimal. Donc, dans les facteurs environnementaux et comportementaux qui étaient pris dans cette étude, il s'agissait essentiellement de l'exposition à de la consommation de tabac ou consommation excessive d'alcool, l'alimentation, le surpoids et obésité. Et puis, dans les facteurs environnementaux étaient pris en compte les facteurs d'exposition, donc on en a parlé aux radiations ionisantes, la pollution extérieure et certaines expositions professionnelles. S'agissant du cancer du sein, l'étude montrait que 38% des cancers, selon ces facteurs pris en considération, pourraient être évités si, bien sûr, ces expositions-là étaient évitées. Donc, le fait de prendre en compte l'environnement suppose, en fait, une approche donc assez large. Et l'approche qui est retenue par, on va dire, les sciences humaines et sociales et celle qu'on appelle, et qui est reprise après par les épidémiologistes, c'est celle qu'on appelle, prendre en compte les déterminants sociaux de la santé. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, on a vu tout à l'heure que le cancer se développe selon un temps long, et ça veut dire que donc l'individu, il faut prendre en compte l'individu dans l'environnement dans lequel il se situe. Donc, cet environnement peut être son environnement proche, ça peut être sa famille, comme vous le voyez, ça peut être bien sûr ses habitudes de vie, ses consommations d'alcool, l'exercice physique qu'il peut faire, mais c'est plus large, ça inclut aussi la communauté qui l'entoure ou le quartier dans lequel il vit, l'économie locale, les conditions de travail et plus largement donc l'environnement dans lequel il vit, l'environnement bâti, autrement dit l'aspect urbain ou rural, et puis les politiques économiques plus globales, et en particulier ce qu'on appelle l'écosystème ou les aspects liés à la diversité et au climat. Donc, cette prise en compte des déterminants sociaux, vous allez le voir par la suite, est importante puisqu'elle va situer les comportements individuels dans une histoire. Je pense qu'on peut parler d'approche historique, une histoire personnelle, mais qui est aussi une histoire collective qui est liée à l'environnement social. Autrement dit, les facteurs comportementaux qui peuvent être prévenus, comme on voit dans l'étude précédente, qui ont lieu à la consommation de tabac, à la consommation d'alcool ou à des consommations alimentaires malsaines, doivent être resitués, selon cette approche des déterminants sociaux, dans un environnement social. Et puis, sur la droite de la diapositive apparaît une autre approche des expositions donc, à l'environnement. Je ne vais pas la détailler parce que mon collègue Vincent Bessonneau va la reprendre tout à l'heure. Mais ce sont des points qui sont très complémentaires entre une approche plutôt, on dirait, plus sociologique ou socio-économique et l'autre approche qui est plus donc, épidémiologique et les sciences de l'environnement. Alors, quels sont les effets de l'environnement quelle serait la contribution de l'environnement social? Je vais me focaliser plus sur l'environnement social maintenant. Quelle serait la contribution de l'environnement social sur les risques du cancer du sein? Donc, les effets, c'est intéressant de voir que la contribution peut différer selon que l'on prend en compte l'incidence du cancer ou selon qu'on prend en compte la qualité de vie après un cancer ou la survie ou la mortalité.
S'agissant de l'incidence, la relation entre l'environnement social et l'incidence, elle est, on va dire, positive dans le sens où l'incidence augmente avec, par exemple, les catégories sociales, le niveau de favorisation, c'est-à-dire les catégories sociales plus élevées. Et professeur Componnet le rappelait en commençant, sans doute aussi lié au fait que les classes plus favorisées ont accès plus facilement au dépistage, pas seulement après 50 ans, mais aussi au dépistage, on va dire, opportunistique, qui peut être assuré dans des cabinets privés, donc bien sûr avant le dépistage organisé. Donc il y a un effet positif. À l'inverse, l'environnement social joue sur la mortalité et sur la survie. Ça veut dire que, comme le montre l'étude qui a été réalisée par les collègues sur tous les cancers du sein du réseau français Francine, l'étude donc révèle un gradient social de survie qui est dit donc dans une seule direction pour la totalité des cancers et en particulier pour le cancer du sein. Donc, quand on parle de gradient social, on a vu la figure tout à l'heure, c'était très intéressant de voir que la mortalité par cancer du sein donc baisse depuis un certain nombre d'années. Toutefois, et c'est là que l'aspect social va intervenir, toutefois, il faut prendre en considération ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. Donc, l'approche des déterminants sociaux nous le permet. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre en compte les inégalités sociales de santé? Ce n'est pas synonyme de précarité ou pauvreté ou d'exclusion sociale, non, c'est pas ça, c'est un grade, vous voyez le sens de grade ou d'escalier. Ça veut dire que c'est les indicateurs de santé, donc en particulier pour la survie ou la mortalité prématurée, pour les patients atteints de cancer, en particulier du cancer du sein, va diminuer au fur et à mesure que la catégorie passe d'une catégorie sociale favorisée à une catégorie défavorisée, y compris les classes moyennes. Et donc, c'est un aspect très, très important à noter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une égalité face à la survie par le cancer, en particulier par le cancer du sein, ni aux conditions de vie lorsqu'on a un cancer, on va le voir tout à l'heure. Dans les études qui sont conduites à l'ICO sur la qualité de vie des patients donc après un cancer, on voit cet aspect social dans la mesure où des conditions socio-économiques difficiles, des environnements difficiles font que certains patients, disent mes collègues en psychologie, ont plus de difficultés à s'adapter, c'est ce qu'on appelle en anglais le coping, l'adaptation au traitement et à la reprise d'une activité normale après le cancer. Le deuxième point qui est très important et qui va très bien aussi avec l'aspect de temporalité ou de temps long qu'on a parlé dans la première session, c'est que les effets sociaux sont des effets qui sont cumulatifs et qui sont transversaux. C'est-à-dire que les expositions qui ont lieu dès les jeunes âges et l'adolescence vont avoir des effets à beaucoup plus long terme. Et ces effets donc, sont liés à des expositions qui peuvent être liées à des conditions socio-économiques, mais dans des études qu'on a faites sur les expositions des enfants à des facteurs environnementaux comme des métaux lourds, on a observé que souvent ces conditions socio-économiques se cumulaient à des facteurs d'exposition environnementale de type chimique ou physique. Et souvent aussi à des conditions de travail plus difficiles dans l'environnement familial et à des conditions d'habitat souvent plus précaires. Donc, c'est cet aspect très important que nous ouvre l'approche par les déterminants sociaux de la santé. Et dans les travaux qui ont été conduits en France, en particulier sur la surmortalité ou la survie moins bonne chez les personnes de niveau de classe sociale moins favorisée ou de moins en moins favorisée, et les chercheurs parlent d'une certaine usure biologique globale qui découlerait justement de l'adaptation à un environnement via des systèmes de réponse au stress et qui suggère qu'il y a un environnement social stressant. De surcroît, il note que l'accès aux biens, aux services de santé et aux services de prévention sont souvent de moins bonne qualité, de moindre importance que les classes plus favorisées. Donc, vous voyez qu'on a une prise en compte de ces facteurs sociaux à différents âges de la vie, cumulés à d'autres facteurs de risque.
Mais ils se prennent ensemble. Ça veut dire que c'est pas, et donc ça peut conduire à des attitudes, à des comportements. On dit souvent les comportements modifiables, mais ces comportements modifiables se situent dans cet environnement social. Enfin, pour terminer avec les aspects des conséquences sociales et économiques pour la personne atteinte d'un cancer et pour ses proches, bien sûr, ces conséquences sociales et économiques seront plus importantes selon la catégorie sociale qui est concernée. Alors, pour terminer, quelles approches, quoi faire quand on vient de l'économie ou quand on vient ou des sciences humaines et sociales? C'est différent quand on vient des cliniques ou de la biologie. Le maître mot que j'aurais à dire dans cette conclusion sous forme d'action, c'est sans doute intégrer les actions à chaque niveau, c'est-à-dire à niveau des soins, au niveau du suivi, au niveau de la recherche. Le webinaire qu'on organise est un exemple de cette intégration des différentes disciplines, au niveau des interventions, mais aussi au niveau des différents secteurs d'activité et de décision. Souvent, les politiques économiques ont une influence sur les situations sociales que les individus vont connaître. Et puis, pour reprendre une recommandation d'un sociologue que vous connaissez sans doute, un sociologue français qui est très connu, qui a travaillé toute sa vie et qui a une longue vie, il est toujours vivant, c'est le sociologue Edgar Morin, qui dit quand les situations sont complexes, il faut relier. Donc, si vous avez un mot à retenir de ma présentation, ça sera relier. C'est-à-dire, il faut se mettre ensemble, et parfois la maladie peut isoler, elle peut retirer de l'activité professionnelle, elle peut retirer de son réseau social, mais il faut maintenir cette relation qui est déterminante. Et s'agissant de la recherche que nous développons à l'ICO, mais avec les collègues en dehors de l'ICO, c'est cette approche qui nous permet de relier ensemble le social et la biologie, le gène et l'environnement, la nutrition, la biologie, le social et l'environnement, et bien sûr avec la clinique, puisque nous sommes rattachés à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et ces approches qui sont des approches complémentaires et reliées, elles sont vraies à développer donc avant le cancer, pendant les traitements et après. Donc, en guise de conclusion, je dirais que il y a toujours des opportunités à saisir. La prise en compte des facteurs sociaux et des facteurs environnementaux qui ne sont pas pris en compte à la hauteur, y compris dans les grandes organisations internationales sur les facteurs de risque du cancer du sein. On s'est aperçu que ces facteurs environnementaux n'étaient pas présents à la hauteur des facteurs modifiables, que sont les consommations d'alcool, de tabac ou d'autres substances. Et je pense qu'il y a une opportunité à saisir pour travailler ensemble, agir ensemble dans et hors du système de santé. Je pense qu'il y a des efforts à faire en environnement, en urbanisme, mais aussi dans les modes d'organisation sociale. Le rôle des associations est déterminant justement dans cet ensemble de relations. Et puis, le rôle de l'information sur la réduction des risques dans les campagnes d'information et dans les discussions. Je pense qu'à prendre cette approche de la réduction des risques des cancers du sein de manière aussi large et aussi complémentaire peut nous aider à avancer. Le dernier enjeu va rejoindre un enjeu qui a été mentionné par le professeur Comboné, c'est celui du temps. L'enjeu du temps, il y a comme une espèce d'urgence en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour le cancer du sein. Il y a des délais entre l'exposition et l'occurrence du cancer, mais il y a aussi des délais entre la recherche et les travaux scientifiques qui sont conduits, vous allez en voir avec mes collègues Vincent Bessonneau et Sophie Lelièvre, et les politiques qui peuvent être ensuite décidées, en particulier sur l'environnement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, professeur Bélanger. Donc, on a vu l'importance, ce que disait le professeur Campone tout à l'heure, de travailler ensemble puisque la cancérogénèse est multifactorielle. Donc, on va donner la parole au professeur Lelièvre avec qui vous dirigez justement le réseau international de cancer du sein et nutrition. Donc, professeur Lelièvre, bonsoir. Donc, vous êtes professeur émérite de pharmacologie des cancers et responsable du programme de recherche translationnelle REGEN, donc qui est la relation entre les gènes et l'environnement, à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Alors, avant, il faudrait nous expliquer ce que c'est que la pharmacologie et ce que c'est que la médecine translationnelle, s'il vous plaît. D'accord.
Avec plaisir. Alors, la pharmacologie, c'est l'étude des médicaments, donc dans le cas du cancer, ce sont bien sûr les médicaments utilisés en chimiothérapie. Et ce qui, en ce qui concerne la recherche translationnelle, c'est de la recherche qui va lier les résultats que l'on obtient en recherche fondamentale, où on essaie de comprendre les mécanismes des maladies, par exemple, et d'amener ces résultats vers la clinique en proposant des transformations de ces résultats pour pouvoir soit détecter des cancers de façon plus précoce, soit pour mieux traiter, soit pour pouvoir prévenir les cancers. Et donc, on appelle ça en anglais de bench to bedside, c'est-à-dire d'aller de la paillasse au lit. Alors, évidemment, quand on parle de prévention, ce serait plutôt de la paillasse à la maison de la personne qui serait à risque. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci pour cette précision. On va vous laisser la parole et vos slides peut-être. Oui, s'il vous plaît. J'attends qu'elles apparaissent. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. En fait, je vais là rentrer dans le vif du sujet. Vous allez faire un grand bond jusqu'à l'intérieur de la cellule. Alors, en sachant que pour les biologistes, l'environnement, c'est tout ce qui peut interagir avec le corps. Ça peut être beaucoup de choses, comme vous l'avez déjà entendu. Qu'est-ce qui est au cœur du développement du cancer? Eh bien, ce sont les gènes. Et ça, vous le savez déjà. Peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que ce ne sont pas les mutations qui sont essentielles au départ pour le développement d'un cancer. Vous avez entendu Mario Campone et qui vous a dit qu'en fait, il y a 5% des cancers du sein qui sont vraiment d'origine mutationnelle. Ce qui est important pour développer un cancer, c'est qu'en fait, la régulation des gènes soit altérée. Et ça s'appelle l'épigénome. C'est ce qui est à côté du génome. Ce sont des modifications chimiques. Alors, vous avez le schéma central qui vous montre le petit ME qui est entouré en rouge. C'est en fait une première modification au niveau de l'ADN, c'est l'apport d'un groupe qu'on appelle un groupe méthyle. Et cette modification va en fait changer l'ouverture du gène pour pouvoir être exprimé en la molécule qui pourrait influencer la fonction de la cellule. Et en fait, l'ADN, ça va être enroulé autour de protéines, ça s'est montré avec tout en bas de ce petit schéma. Et ces protéines autour desquelles l'ADN est enroulé vont également avoir des modifications chimiques possibles, ce qui va aussi contribuer au fait que le gène va être plus ou moins accessible pour pouvoir être utilisé par la cellule. L'importance de cet épigénome est énorme. Vous avez le schéma de la personne sur la droite. Et en fait, ce que ça montre, c'est qu'on a beaucoup d'organes différents, beaucoup de tissus différents. On va du muscle jusqu'à l'intestin, au cerveau. Et en fait, toutes ces cellules que nous avons dans le corps, elles ont toutes le même ADN. Elles ont 23 000 gènes et le même ADN, la même séquence d'ADN. Qu'est-ce qui va faire qu'on a un nez au milieu du visage et non pas un foie, et qu'on a le foie bien où devrait être? C'est l'épigénome. C'est en fait le type de gènes parmi ces 23 000 gènes qui vont être sélectionnés à un niveau particulier dans le corps pour pouvoir faire un foie ou faire un sein. En fait, le génome révèle ce que nous sommes, qui nous sommes, ça c'est important que vous compreniez ça. Vous savez maintenant qu'on peut savoir qui est une personne, retrouver l'identité d'une personne à partir de l'ADN, parce que c'est le génome qui dit qui nous sommes, l'épigénome dit ce que nous sommes. En fait, si je voulais aller à l'extrême, vous pourrez savoir ce que vous avez mangé ce matin en regardant votre épigénome. Alors, comment est-ce possible que les modifications épigénétiques changent l'accessibilité des gènes? Parce que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'en fait, des gènes qui étaient avant exprimés en protéines ou autres molécules qui permettent la fonction cellulaire, eh bien, certains gènes ne vont plus pouvoir s'exprimer. Et c'est parce qu'en fait, ils ne sont plus accessibles. Alors, imaginez, on a à peu près 1,80 m d'ADN par cellule. Une cellule, c'est tout petit, ça fait 10 microns, c'est infiniment petit. C'est comme si vous essayiez vous aviez une bobine de fil de 20 km et que vous essayiez de la mettre dans une boîte de 5 cm.
Ce n'est pas facile. Je crois que personne d'entre nous ne peut le faire. Les cellules, elles peuvent le faire. Elles peuvent le faire parce qu'elles ont des mécanismes de compaction de cet ADN. Et ça se fait, ce mécanisme, jusqu'au niveau des gènes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des changements épigénétiques qui vont changer la compaction des gènes. Et donc, un gène qui était avant accessible, maintenant va devenir inaccessible. Et ça, c'est en partie fait par la méthylation de l'ADN. Et je vous en ai parlé juste avant sur la diapositive. C'est important de retenir cet aspect méthylation de l'ADN. Alors, pourquoi les facteurs de risque peuvent conduire à un cancer? Eh bien, c'est parce que ces facteurs de risque sont capables de modifier l'épigénome des cellules et de les modifier de façon stable. Vous avez entendu du professeur Campone que le cancer, en fait, ça prend très longtemps pour se développer. Et puis aussi, professeur Bélanger vous a dit que l'exposition au risque peut se faire dès le début de la vie. Et en fait, c'est parce que des changements épigénétiques stables sont survenus au début de la vie que le risque de cancer, une fois qu'il est établi, peut rester toute la vie. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, au-delà de ces fenêtres de susceptibilité dont on vient de parler, qui en particulier l'enfance, ou même le stade embryolaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on est exposé à des facteurs de risque, il y a des modifications de l'épigénome qui se font très très rapidement en fait. Ça peut même prendre des fois quelques minutes. Et ces modifications de l'épigénome vont être réversibles normalement, sauf si l'exposition aux facteurs de risque est soit longue, alors elle va se passer sur plusieurs années, par exemple un stress lié à une vie difficile, donc dont Martine Bélanger parlait de ces différentes couches dans la société avec des personnes qui vont avoir des vies particulièrement difficiles. Eh bien, si c'est sur plusieurs années, il peut y avoir un changement au niveau de l'épigénome qui va s'établir de façon permanente, ou alors ça peut être une exposition très très forte à un facteur particulier. Ces modifications épigénétiques vont donc perdurer par la suite et vont pouvoir arriver à déclencher un cancer. Mais c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs expositions qui vont se superposer. Ça, c'est important. Ce n'est pas un seul facteur de risque qui, normalement, va conduire à un cancer du sein. C'est plusieurs facteurs de risque qui vont se superposer. Il faut savoir que beaucoup de ces facteurs environnementaux, ils influencent, en fait, la quantité de groupes méthyl. On y revient toujours à ces méthyls qui peuvent se mettre sur l'ADN et changer l'épigénome. Donc, voilà un petit peu un élément de réponse de pourquoi l'épigénome pourrait influencer l'environnement pourrait influencer l'épigénome. Je vais vous donner un exemple simplement de comment ça peut se passer. Alors là, on parle du glyphosate. Le glyphosate, vous avez entendu parler énormément puisqu'il y a eu une controverse. Est-ce que le glyphosate conduit à un cancer ou pas? La réponse est non et la réponse est oui. La réponse est non si on regarde le glyphosate tout seul. C'est un travail qui a été fait en fait par un des laboratoires qui se trouve à l'ICO et auquel l'ICO a participé. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que le glyphosate altère la méthylation de l'ADN, donc l'épigénome. Mais si c'est tout seul, ce n'est pas suffisant d'avoir le glyphosate pour conduire à un cancer. Par contre, s'il y a un autre facteur qui est modifié dans la cellule et qui est également lié à l'épigénome, en particulier des facteurs qui sont liés au stress oxydatif, et je vais y revenir, c'est le stress dans la cellule, et bien dans ce cas-là, le cancer peut se développer. Donc c'est un exemple qui vous montre que deux facteurs de changement épigénétique différents sont dans ce cas-là suffisants pour conduire à un cancer. Alors, ce qu'est le stress oxydatif, c'est important de comprendre ce que c'est parce que ça a l'air d'être un petit peu au cœur du développement du cancer. Ce stress oxydatif, c'est dû à la présence de dérivés réactifs de l'oxygène qui sont en trop grande quantité dans les cellules. C'est normal d'avoir de ces dérivés dans les cellules, ça fait partie, en fait, ils sont produits au cours de l'activité de la cellule, de la respiration à l'intérieur de la cellule, qui se passe dans la cellule. Donc, c'est tout à fait normal d'en avoir. Cependant, s'il y en a trop, là, on arrive à avoir des problèmes puisque ces molécules, ces dérivés sont capables de créer des lésions dans l'ADN et de modifier l'épigénome. On revient à l'épigénome. Le stress oxydatif, c'est très important de savoir qu'il est responsable du vieillissement. Mais normalement, ça se fait progressivement. Cependant, si le stress oxydatif est très important et arrive très tôt, on est dans ce cas exposé à un vieillissement épigénétique précoce. Et ça, c'est ce que j'illustre dans
le petit schéma de droite. Donc, en fait, si pendant l'enfance, par exemple, on est exposé à un environnement qui nous met à risque, en particulier parce qu'on est en présence de molécules, de facteurs qui vont conduire à du stress oxydatif, eh bien, nos cellules vont vieillir plus vite que nous. Donc, du coup, l'âge chronologique, qui est l'âge normal, ne va plus correspondre avec l'âge biologique, c'est-à-dire que quelqu'un peut arriver à 40 ans, mais en fait avoir des cellules qui correspondent à quelqu'un de 60 ans. Ça, c'est le vieillissement épigénétique précoce. Et nous sommes en train d'étudier ça à l'ICO, puisque c'est une des raisons possibles pour le développement, en particulier des cancers, chez les personnes plus jeunes que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a pas mal de cancers qui se développent malheureusement chez des gens qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et c'est certainement lié à ce vieillissement épigénétique précoce. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des facteurs de risque qui ont été découverts pour le cancer du sein sont capables de conduire à du stress oxydatif. Alors, pour terminer, quand même, il faut apporter une note positive, parce qu'en fait, c'est très positif que l'épigénome soit impliqué, puisque l'épigénome, toutes ces modifications épigénétiques, elles sont réversibles. Alors, bien sûr, il faut avoir la clé pour pouvoir enlever ces modifications épigénétiques, mais si on connaît la clé, on sera capable de revenir en arrière. Or, comment rediriger l'épigénome vers la normale? Il y a plusieurs possibilités. L'arrêt de l'exposition à un facteur de risque, d'accord, oui, mais si le facteur de risque a été là pendant trop longtemps ou extrêmement fort, eh bien, il est possible qu'on soit arrivé à des modifications épigénétiques qui sont stables. Donc là, il va falloir faire plus que d'arrêter l'exposition pour pouvoir revenir en arrière. Alors, est-ce qu'un changement de comportement pourrait être possible? Oui, peut-être pas suffisant, mais ça certainement pourra y contribuer. Je vais vous donner un exemple. L'alimentation appropriée, certainement, puisque parmi les aliments, il y a énormément d'aliments, de nutriments qui sont capables d'avoir un impact sur l'épigénome. Il faudrait qu'on comprenne un peu plus comment ils peuvent changer l'épigénome. Il y a beaucoup de recherches qui se fait à ce niveau-là. Et on pourrait même éventuellement penser à un traitement qui est ciblé sur une des altérations épigénétiques, parce qu'en fait, il y en a plus de 20 possibles dans les cellules. Donc, une altération épigénétique connue, comme celle, par exemple, qui est liée au glyphosate, eh bien, si on connaît l'altération épigénétique, on pourrait cibler spécifiquement cette altération pour revenir en arrière. Alors, voilà des exemples possibles. Et je voudrais terminer pour vous montrer, en vous montrant ce qui se passe quand vous faites de l'exercice, parce que ça, en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On a pu voir un lien. C'est une étude qui a été faite par un groupe déjà il y a assez longtemps. C'était la première fois qu'on montrait un impact de l'exercice sur l'épigénome. Alors, je voudrais vous faire juste une petite introduction. En fait, tout ce que vous voyez tout en haut, la ligne en haut, en fait, c'est une cellule normale. On a des gènes qui sont exprimés en vert. Et puis, il y a des méthyles, encore une fois, les groupes méthyles un petit peu partout sur l'ADN. Ça stabilise l'ADN. Quand on vieillit, la première chose qui se passe, c'est qu'on perd ces groupes méthyles, l'ADN se trouve déstabilisé. Bon, ça, c'est normal, c'est le vieillissement. Dans le cas d'un cancer, non seulement on a les étapes de vieillissement avec les pertes de ces groupes méthyles, mais en plus, on a des groupes méthyles qui reviennent, comme c'est montré sur la troisième ligne en bas, qui reviennent se mettre sur des gènes qui devraient normalement être exprimés et qui vont bloquer l'expression de ce gène. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'hyperméthylation. Ça, c'est caractéristique du cancer. Donc, on a fait une étude, enfin, c'est ce groupe, donc Zhang et al., qui ont fait une étude sur des personnes qui faisaient de l'activité physique tous les jours, entre 10 minutes jusqu'à 30 minutes et 1 heure, et ils ont mesuré, en fait, la méthylation de ces sources qui devraient être normalement important pour stabiliser l'ADN. Et ce qu'ils ont vu, c'est ce qui est entouré en vert, c'est que quand les personnes vont faire de l'exercice pendant 1 demi-heure tous les jours, eh bien, ces personnes, elles récupèrent la méthylation qui permet, donc celle de gauche, qui permet sur mon petit schéma, qui permet en fait de stabiliser l'ADN. Et ça, c'était la première preuve que faire de l'exercice, en fait, ça peut avoir un impact positif sur l'épigénome. Je voudrais attirer votre attention, parce que Voltaire a dit « l'excès nuit en tout », et c'est bien vrai, puisque vous voyez qu'au-delà de 30 minutes, eh bien, on n'a plus cette augmentation de méthylation sur l'ADN qui protège l'ADN, on retourne de l'autre côté. Donc, l'excès nuit en tout, l'exercice, oui, mais il ne faut pas non plus en faire à outrance. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Alors, on va faire le dernier, avant de prendre des questions, on va faire le dernier pendant, qui sont tous les facteurs environnementaux, les polluants. Il y a déjà quelques questions dessus, notamment les perturbateurs endocriniens, avec le professeur Bessonneau. Donc, vous êtes directeur du département des sciences en santé environnementale de l'école, alors j'ai un trou, des hautes études en santé publique et directeur du laboratoire d'études et de recherche en environnement en santé et santé. Et vous êtes également chercheur associé au sein du Silent Spring Institute à Boston. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Et donc, je vais vous laisser la parole. Bonsoir, professeur Bessonneau. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux de pouvoir contribuer à ce webinaire et un peu parler de tout ce qui va être lié aux facteurs environnementaux avec un accent particulier sur les expositions à des substances chimiques. Alors, je ne sais pas si les diapositives sont prêts. Ah, bon, parfait. Donc, un peu faire un état des connaissances et expliciter un peu les projets en cours à l'heure actuelle sur cette problématique. Donc, d'abord, un rappel, et ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a effectivement pas mal de facteurs de risque qui sont plutôt bien connus. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a une grande proportion de la variabilité du risque individuel qui reste inexpliquée. Donc, on a mis en pratique un concept qui a été développé dans les années 2005, qui est le concept d'exposome et qui vise à complémenter le génome et à donner des informations sur l'ensemble des facteurs environnementaux. Donc, ça va des facteurs généraux partagés par une population qui vont être notamment, comme l'a présenté le professeur Bélanger, tout ce qui va être lié au capital social, l'environnement urbain, le stress, les facteurs climatiques, mais également tout ce qui va être spécifique et plutôt relié aux habitudes de vie des individus. Donc, tout ce qui va être l'alimentation, le tabagisme, l'utilisation de médicaments, l'exposition à des polluants dans l'eau ou dans l'air que l'on respire, et savoir comment ces expositions vont interagir avec les processus biologiques. Donc, une particularité et des substances particulières qui nous intéressent et pour lesquelles il y a eu beaucoup d'études, c'est ce qu'on va appeler les perturbateurs endocriniens. Donc, c'est des substances chimiques qui vont interagir avec la production d'hormones, et notamment la production d'œstrogènes et de progestérone, et qui vont engendrer une modification de ces niveaux d'hormones et qui est un facteur connu du cancer du sein. Donc, parmi les faisceaux de preuves concordantes qu'on peut avoir sur certaines familles de substances, on peut citer les dioxines, qui sont des produits issus de la combustion et des procédés industriels, et les individus vont plutôt être exposés via l'alimentation à des produits plutôt gras, comme les poissons, la viande, mais également via les environnements intérieurs, donc l'air intérieur des maisons, les poussières, notamment dans les logements qui sont proches des incinérateurs. Donc, les données au niveau national en termes d'exposition de la population française semblent être dans la moyenne des pays européens. Une autre famille de substances qui sont les PCB, qui ont, eux, été utilisés de manière assez importante dans les équipements électriques, mais ont été interdits depuis 1987, notamment dû à la toxicité démontrée. Cependant, ce sont des polluants extrêmement persistants qui peuvent rester dans l'organisme pendant 10 ou 15 ans. Donc là encore, exposition via l'alimentation, l'air intérieur et les poussières. Et les données nationales françaises montrent en fait que, encore à ce jour, on a une exposition élevée chez 13% des femmes en âge de procréer. Donc, ce qui peut être quelque chose quand même d'assez important, même après un arrêt d'utilisation de ces produits-là. Ensuite, une autre classe de substances, c'est les pesticides organochlorés. Donc, c'est ce qu'on appelle les pesticides de première génération. Donc, ceux-là sont interdits depuis 2009. Néanmoins, on retrouve une imprégnation élevée dans la population française, à savoir que l'Institut national de santé publique France a montré que 60% des adultes sont imprégnés par ces substances dans le corps humain. On va également retrouver tout ce qui va être les pesticides organophosphorés. Donc, c'est ce qu'on appelle les pesticides de seconde génération, c'est ceux qui ont remplacé les organochlorés, qui ont été principalement utilisés comme insecticides.
Donc là également, il y a plusieurs substances pour lesquelles l'utilisation est interdite. Donc on a une utilisation qui est en large déclin. Néanmoins, on reste exposé via l'alimentation, l'eau potable, les cours d'eau et les ressources en eau peuvent être contaminés, et les environnements intérieurs. Néanmoins, les données françaises montrent que ces substances sont très peu détectées dans la population française, ce qui tend à corroborer le déclin de son utilisation. Avant-dernière famille de substances que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, c'est des substances qui sont qu'on retrouve notamment dans l'air ambiant, soit produites par l'émission diesel, soit les activités industrielles ou du brûlage agricole. On peut également les retrouver dans l'alimentation, donc c'est la cuisson des viandes rouges au barbecue, par exemple, qui vont générer des HAP. Mais plus largement, on les retrouve dans l'air intérieur et les poussières des habitats. Puis ensuite, plusieurs classes de substances qu'on a regroupées, qui vont être le bisphénol A, les substances perfluorées, les phtalates et les retardateurs de flamme, qui sont eux principalement utilisés dans les produits de consommation, donc les produits d'entretien, les cosmétiques, les textiles, les emballages, l'ameublement. Et ceux-ci, on les retrouve effectivement certainement dans l'eau potable, dans l'air intérieur et les poussières. Et là, les dernières données montrent que l'ensemble de la population est exposée à au moins une de ces substances. Donc, ce sont des substances qui ont été largement étudiées et pour lesquelles on a des faisceaux de preuves concordantes, c'est-à-dire que plusieurs études ont mis en évidence une implication comme facteur de risque du cancer du sein ou des facteurs de risque intermédiaires du cancer du sein. La toxicité des molécules est un élément important, mais ce qui va être extrêmement important dans le cas du cancer du sein et comme dans le cas de nombreux cancers, ça va surtout être le timing de l'exposition. À quel moment de notre vie on va être exposé à des polluants. Et c'est ce qu'on appelle les fenêtres critiques d'exposition. Dans le cadre du cancer du sein, les principales fenêtres d'exposition critiques vont être le développement, au moment du développement de la glande mammaire qui se fait dès la période in utero, dans le ventre de la maman, et également pendant une période de maturation, donc tout ce qui est lié au moment de la puberté. Donc ça va vraiment être des fenêtres d'exposition qui sembleraient expliquer le développement plus tard dans la vie de certains cas de cancer du sein. Donc ça, je dirais, c'est les données connues sur ces substances-là. Néanmoins, il reste des travaux de recherche à réaliser pour notamment intégrer au maximum et surtout évaluer l'interaction entre ces facteurs chimiques avec d'autres facteurs de risque, notamment qui ont été présentés par le professeur Bélanger, tout ce qui est les facteurs sociaux et psychosociaux, mais également avec les facteurs nutritionnels. Donc là, je vais vous présenter un projet de recherche qui est en cours de réalisation, qui est financé par le Cancer pour le Grand Ouest et via un soutien fort des régions Centre-Val de Loire, région Bretagne et région Pays de Loire, qui finalement est assez unique parce qu'il combine plusieurs approches, plusieurs disciplines afin d'élargir la liste des substances et des déterminants et des facteurs environnementaux pour étudier, identifier les nouveaux facteurs de risque du cancer du sein, de l'agressivité des cancers et de la rechute. Donc ce projet vise dans un premier temps à évaluer l'exposition de patientes atteintes de cancer du sein, mais également de personnes saines, afin de pouvoir comparer les expositions entre ces deux populations et mettre en évidence des possibles surexpositions à certaines molécules. Donc la première, je dirais, activité, c'est de mesurer et de quantifier un certain nombre de substances persistantes dans des échantillons de tissu adipeux et de sang. Notamment, on va retrouver tous les polluants persistants que je vous ai présentés, notamment les pesticides organochlorés, les dioxines et certaines substances perfluorées. Une autre activité, mais qui sera certainement plus développée par le docteur Goupil par la suite, sur les lipides nutritionnels. Et enfin, la quantification des marqueurs inflammatoires dans des échantillons de tissu adipeux pour essayer d'évaluer finalement les biomarqueurs d'effet dans ces populations et dans ces tissus pour faire le lien
et étudier les liens entre environnement et risque de cancer du sein. Une autre approche qui consiste et qui est qui est, je dirais, le cœur des recherches que nous menons sur l'exposome, c'est la quantification se fait généralement sur des listes de substances qui sont bien étudiées, bien documentées, dont la toxicité a été assez bien étudiée. Néanmoins, on imagine et suppose qu'il y a un certain nombre de substances auxquelles nous sommes possiblement exposés, mais qui sont très peu étudiées car très peu détectées dans l'environnement et dans le corps humain. Donc, l'objectif de ce travail, c'est d'utiliser une approche qu'on va appeler une approche non ciblée, c'est-à-dire qu'on va chercher à analyser l'ensemble des molécules présentes dans un échantillon d'urine ou de sang pour essayer d'identifier des substances qui pourraient être intéressantes à étudier parce que présentes à des niveaux d'exposition élevés dans certaines populations ou parce qu'elles sont des liens forts avec des biomarqueurs d'effet qui vont avoir une influence sur les processus biologiques. Et enfin, le troisième volet, je dirais, de ce projet qui est plutôt sur la composante exposition à des facteurs sociaux et psychosociaux, ça va regrouper un peu tous les travaux et les facteurs que le professeur Bélanger vous a présentés plus haut, il y a quelques minutes. Et surtout, l'idée pour nous, c'est de coupler l'ensemble de ces facteurs et de regarder l'interaction entre eux et comment la combinaison de ces facteurs va pouvoir induire un risque de cancer du sein ou un risque de rechute. Donc, l'ambition de ce projet, c'est vraiment de structurer un consortium qui va être multidisciplinaire regroupant des équipes de recherche du Grand Ouest, experts dans leur domaine, d'intégrer 3 grandes composantes de l'exposome, à savoir l'exposome chimique, nutritionnel et social, de donner des informations et des connaissances sur les niveaux d'exposition à des polluants persistants et aussi aux lipides nutritionnels chez des cas et des témoins recrutés dans le Grand Ouest, identifier de nouvelles substances qu'on va appeler substances émergentes, pour pouvoir s'intéresser un peu plus à ces substances, et étudier les interactions entre ces composantes et ces facteurs socio-psychosociaux, habitudes alimentaires, facteurs chimiques et nutritionnels, pour évaluer les inégalités d'exposition et des groupes potentiellement à risque. Donc, ce projet sera extrêmement intéressant car il pourra générer des premiers résultats sur ces interactions entre tout ce qui va être exposome, processus biologique et risque de cancer du sein, pour ensuite mettre en place un programme de recherche beaucoup plus ambitieux pour avoir une meilleure compréhension des liens entre l'environnement général et le cancer du sein. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a encore la chance d'avoir le professeur Camponne avec nous. Bonsoir, professeur Camponne. Merci de réapparaître. Alors, d'un point de vue pour le clinicien que vous êtes, pour l'oncologue, toutes ces avancées sur la recherche qu'on voit pluridisciplinaire, qu'elles viennent de l'environnement familial, social, etc., jusqu'aux substances auxquelles on peut être confronté, exposé, comment le clinicien va s'en servir et comment ça va modifier la prise en charge ou le parcours du patient? Alors, sur la prise en charge du cancer du sein, malheureusement, ça ne change rien. Parce que quand les événements sont arrivés, vous ne changez pas l'histoire. C'est du passé. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de prévenir le passé. C'est qu'il ne survienne pas. Et quand je vous ai montré tout à l'heure la courbe, par contre, c'est quoi la période clé? C'est l'adolescence. Donc, ça veut dire qu'il y a des règles toutes bêtes qui ne demandent pas beaucoup de moyens financiers, mais beaucoup de pédagogie. Et je pense que la clé, si on veut que le cancer du sein soit une maladie qui ne survienne pas à l'âge adulte, c'est faire de l'éducation chez nos enfants. Vous verrez, hein, l'activité physique est importante. Donc, c'est renforcer l'éducation physique, ne pas donner de dispense aux enfants, parce qu'il y a le nez qui coule. C'est d'avoir des cantines où, effectivement, la qualité de l'aliment est importante. On vous l'a démontré qu'en fonction du type d'aliment, vous modifiez votre épigénome. Voilà, c'est des choses qui ont l'air tout anodines comme ça, mais mis bout à bout,
on ne fera pas tout disparaître parce qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas encore, mais on diminuera de manière sensible l'incidence. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'éducation, c'est nos enfants. Et il faut que tout se joue pendant cette période-là. Parce qu'après, c'est un peu trop tard. Parce qu'une fois que les cellules sont matures, une fois qu'elles sont adultes, on ne peut pas faire grand-chose. Ça veut dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, la progression se met en place et il n'y a pas de retour en arrière. En dehors, si on utilise des médicaments. Voilà. Donc, il y a 2 phases. Avant la puberté, on joue sur l'éducation. Et après, c'est probablement l'indication de nouveaux médicaments que la recherche nous permettra d'identifier. Merci beaucoup. On vous laisse. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous et encore un grand merci. Et c'est très agréable. Au revoir. Au revoir. Anne, Oui, on a pas mal de questions, Oriane, mais on va peut-être commencer par la question de Johanna, qui nous demande, et peut-être que cette question s'adresse au docteur Bastine, qui nous demande si le développement d'un cancer du sein triple négatif se développe plus rapidement qu'un cancer, j'allais dire, du sein qui n'est pas celui-ci, en 15-20 ans ou plus rapidement. Voilà, docteur Bastine, si vous avez une réponse, elle est pour Johanna. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, c'est sûr que les cancers du sein triple négatif ont tendance à se développer un peu plus rapidement que les autres. Après, de là à vous dire en combien de temps ils se développent, ça, je n'ai pas la notion, désolé. Mais je pense qu'ils se développent un peu plus rapidement. merci. Alors, on a un ensemble de questions sur tout ce qui est contraception. Donc, peut-être pour le professeur Bessonneau. Est-ce que la contraception impacte le risque et quel type de contraception? Est-ce qu'il y a des études là-dessus, s'il vous plaît? Alors, je suis pas sûr d'avoir les éléments de réponse à cette question-là. Il faudrait regarder si des études ont été faites sur la prescription de ces contraceptifs et des possibles effets, mais peut-être que le docteur Goupil a plus d'éléments d'information. Docteur Goupil, alors, on ne vous entend pas, votre micro est fermé. Je réactive mon micro. Non. On vous entend, allez-y. C'est bon. Oui, j'ai relu, je suis tombée sur un article il n'y a pas très longtemps. En fait, les contraceptifs oraux, apparemment, auraient un impact sur le risque de développer le cancer du sein, mais après une utilisation extrêmement longue, c'est-à-dire au-delà de 10 ans. Et c'est surtout les œstroprogestatifs. Est-ce que j'ai répondu à la question? Eh bien, écoutez, oui, il me semble que c'était la question d'Aurore et de Caroline. Donc, voilà. Anne. Oui, il y a d'autres questions concernant les cancers du sein métastatiques. On se demande si effectivement il y a des risques particuliers qui vont générer les cancers du sein métastatiques. Peut-être la question est pour un oncologue, celui de votre choix. Alors, je vais m'y coller alors. En fait, la survenue de métastases, tout dépend. Il y a des cancers qui sont d'emblée avec des métastases, d'autres cancers qui, malgré des traitements, vont rechuter et donner des métastases. Là, on ne sait pas encore exactement tout ce qui se passe, pourquoi certaines personnes vont rechuter malgré tous les traitements qu'on peut leur faire. Et actuellement, c'est pour ça qu'on a peu de données sur quoi faire une fois qu'on a eu un cancer et qu'on est en rémission d'un cancer pour éviter la rechute. Et les recommandations, c'est plutôt d'appliquer ce qui se dit en prévention des cancers une fois qu'on a eu un cancer pour éviter la survenue de métastases, faute de données plus probantes. Et en sachant qu'après, d'un cancer à l'autre, les choses peuvent être un peu différentes. Par exemple, de façon assez paradoxale, il y a toute la question de l'obésité, où dans certains cancers, en fait, le fait d'être obèse va être plutôt protecteur, avec moins de rechute chez les personnes qui sont obèses par rapport aux personnes qui sont de poids normal. Donc, dans le cancer du sein, ce n'est pas le cas, et dans le cancer du sein,
on conseille de maintenir un poids normal après traitement d'un cancer du sein, mais dans d'autres cancers, on va plutôt, les personnes qui sont obèses, on ne va pas les orienter vers un programme de réduction pondérale. Donc, c'est vraiment à nuancer cancer par cancer, facteur de risque par facteur de risque. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question pour le professeur Bélanger, je pense. C'est une question qui est récurrente quand on fait des webconférences et les gens disent j'ai eu un gros stress, un choc, un deuil, etc. Est-ce que ça peut être à l'origine du cancer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vont dans ce sens-là? Alors, même si c'est multifactoriel et que ce n'est certainement pas la seule cause, est-ce que ça peut être un facteur déclenchant? Donc je vous remercie pour cette question. Et comme vous disiez, le stress associé à un deuil ou à un événement important dans la vie d'une personne peut conduire, peut être un facteur de risque, mais je pense que peut-être à lui tout seul, il ne serait pas peut-être qu'il y ait une relation de cause à effet entre cet état-là et l'autre, mais souvent, ce qu'on observe, et quand on parle avec les psychologues, par exemple, de l'ICO, souvent, c'est des états qui se cumulent, un état qui se cumule avec, par exemple, un état de deuil peut se cumuler avec un état qui peut être, par exemple, dépressif ou une bonne santé mentale. Et ces facteurs-là peuvent conduire à des changements de comportement de la personne, et aussi des changements sociaux qui peuvent se cumuler et effectivement apparaître comme des facteurs de risque du cancer du sein. Mais de là à dire que ce serait un seul événement qui pourrait conduire au cancer du sein, je dirais plutôt non. Mais comme le montrait bien Sophie Lelièvre dans sa présentation sur ce qu'elle appelle ces phénomènes de stress oxydatif qui peuvent avoir après des effets donc, sur les changements épigénétiques, je pense que ça peut être lié, comme on disait tout à l'heure, entre l'incorporation biologique de ces phénomènes sociaux, en fait. Merci beaucoup. Alors, on va passer à nos deux derniers intervenants. Avant, il y a peut-être une question qui va intéresser beaucoup de monde. C'est des gens disent est-ce que si on ne change pas de mode de vie et qu'on fait tout comme avant, est-ce que ça va pas aggraver la situation ou voilà. Donc, je voulais quand même vous poser la question est-ce que quand on est est-ce qu'il est toujours temps, et vous l'avez un peu dit, de changer son mode de vie et même quand on est malade, est-ce qu'il est toujours le temps de changer ses habitudes et son mode de vie? Alors peut-être vous posez la question à nous trois? À celui qui voudra y répondre. Ok, moi je veux bien répondre au début et je laisserai mes collègues après. Je pense qu'il n'est jamais trop tard en fait. Et le message positif aussi que donnait Sophie, à savoir qu'il peut y avoir je ne sais pas si on dit ça en biologie, des retournements de situation, ça c'est plutôt un terme économique. Je pense que c'est quelque chose que je dirais. Et pour le voir aussi sur des patients qui ont eu des cancers et que je rencontre ici à l'ICO et la façon dont ils vivent après un cancer, je montre que oui, c'est toujours possible. Mais je laisse la parole à Sophie qui répondra d'une manière plus scientifique peut-être. Ouais, Martine, c'était parfait. Donc c'est vrai qu'on peut modifier dans une certaine mesure son épigénome en changeant de comportement, ce qui donc de toute façon aidera à prévenir une récidive ou à prévenir ou qui empêchera finalement peut-être un cancer de se développer. On n'en connaît pas encore assez sur ces changements épigénétiques pour vraiment avoir une recette. Mais c'est sûr que de changer son comportement a un effet positif sur l'épigénome. On ne pourra pas forcément revenir complètement en arrière, parce qu'il y a comme je l'ai dit, c'est cadenassé pour certains changements, et là, il faudra avoir la clé. Mais en tout cas, on pourra revenir un petit peu en arrière, ce qui pourrait être suffisant pour certaines personnes pour en fait empêcher le développement d'un cancer. Alors ça, c'est hypothétique, mais je suis d'accord avec Martine que ça vaut la peine de changer son comportement pour un comportement plus adapté quand on est à risque ou quand on a développé un cancer déjà. Eh ben, merci beaucoup pour cette partie.
Anne voulait poser une dernière question. Oui, il y a une question qui vient d'arriver sur le fil de la part de Pauline, et je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Est-ce que le travail de nuit durant de longues années est un facteur de risque connu? Alors, je ne sais pas si c'est le professeur Bessonneau ou le professeur Lelièvre qui vont nous dire cela, qui vont répondre à cette question, mais je pense que ça concerne beaucoup de gens et c'est intéressant d'avoir un début de réponse. Je vais peut-être plutôt laisser la parole à Sophie, je pense qu'elle sera peut-être plus au fait Oui, Non, alors, moi. oui, c'est quelque chose, ça fait des années déjà qu'on en parle de le fait que le travail de nuit pourrait être un facteur de risque. Il est maintenant inclus dans certains organismes nationaux ou internationaux, le mettre dans la liste des facteurs de risque possibles pour le cancer du sein. Donc, effectivement, il y a… alors, pourquoi ? C'est toute l'horloge biologique, on a une horloge biologique de 24 heures, et c'est sûr que chez certaines personnes, il peut y avoir un impact un peu plus important que chez d'autres d'être en décalage comme cela. On ne connaît pas encore exactement quels sont les mécanismes par lesquels ça pourrait arriver que le travail de nuit puisse conduire à un risque augmenté de cancer du sein, mais c'est reconnu pour le moment effectivement par un certain nombre d'organismes comme étant un facteur de risque. Mais c'est pas… Alors, les épidémiologistes, je ne me souviens plus des chiffres, les épidémiologistes, ils ont une échelle en fonction du niveau de risque, et je ne peux pas vous dire si… Je me semble que c'est assez faible, mais c'est quand même reconnu maintenant par certains organismes, effectivement. Faible mais existant, donc. Et alors, on a une question de Béatrice qui nous fait une magnifique transition pour la suite, puisqu'elle aborde l'alimentation et la nutrition. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir un duo pour ça, le docteur Goupil et le docteur Van Steen. Donc, docteur Goupil, vous développez votre recherche sur la nutrition et le cancer du sein au CHRU de Tours et l'équipe nutrition, croissance et cancer dans l'unité INSERM de Tours. Également, vos projets se focalisent notamment sur l'identification de profils lipidiques associés aux critères d'agressivité du cancer du sein. Donc, bonsoir, merci d'être avec nous. Et donc, votre présentation est en duo avec le docteur Van Steen, qui est oncologue médical et nutritionniste à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et on voit d'ailleurs que la nutrition est autour de vous, puisque derrière, vous avez des tocs. Voilà, vous êtes en plein dans le sujet et vous êtes également impliqué dans de nombreuses sociétés savantes nationales en nutrition clinique. Donc, merci à tous les deux d'être avec nous. On vous laisse la parole. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette vos slides tout de suite? Oui, alors… Pour ma part, on peut discuter. Vous êtes… vous êtes… Tania, on t'entend plus. Le micro est coupé. Alors en fait, c'est Dr Goupil qui va commencer, je pense. D'accord. Mais on va mettre les slides. Ah. Parfait. Merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment un petit peu d'émulation, ça fait du bien. Merci beaucoup donc à Eodicea pour l'invitation et merci à Oriane pour l'organisation parce que c'est vrai que c'est quand même pas facile d'organiser avec autant de monde. Donc effectivement, une présentation en duo, où la question donc a été posée, quelle prévention en termes de nutrition, de mode de vie dans le cancer du sein, et donc le docteur Van Steen et moi-même étions en charge d'essayer de faire le point sur ce thème. Attendez, j'ai un truc qui… Voilà. Les facteurs de risque avérés ou probables associés dans le cancer du sein, vous l'avez vu, ils sont multiples. Par contre, je rebondirai d'abord sur le mot avéré ou probable. Pourquoi? Parce que avéré, scientifiquement, c'est qu'il y existe suffisamment d'études qui démontrent la validité de ce facteur. Comment on établit ce niveau de preuve? Eh bien, c'est par un ensemble, c'est le cumul d'études épidémiologiques, donc l'ensemble de populations de femmes atteintes ou non de cancer du sein, via des études de type cas témoin, des études de cohorte,
ou encore, là, c'est le Saint Graal pour le scientifique, c'est une étude de prévention ou dite étude interventionnelle, où là, on va volontairement modifier ce facteur et on va voir l'efficacité de cette modification en termes de prévention. Ah, il ne veut pas passer. Ah, il n'est pas très réactif. Voilà. Donc, les facteurs, actuellement, ils sont classés en 2 groupes. Facteurs non modifiables, donc là, sur la roulette en bleu. Donc, ces facteurs sont inhérents à chaque personne et on n'a pas pouvoir sur ces facteurs-là. Les facteurs, en regard de ces facteurs non modifiables, nous avons, là, la littérature commence à cibler plusieurs facteurs modifiables. Pourquoi ils présentent un intérêt? Parce que si on peut les modifier, potentiellement, on peut construire une stratégie de prévention. Donc, vous avez vu précédemment qu'actuellement, nous sommes en train de définir les facteurs, quels sont les poids des facteurs de type environnementaux, social, psychoaffectif et polluant. Et le sujet de cette présentation, ça sera plutôt de s'adresser à des facteurs qui sont liés à notre mode de vie. Donc, les facteurs qui sont délétères, donc qui augmentent le risque de cancer du sein, en particulier l'alcool, l'obésité pour les femmes post-ménopausées, ce n'est pas encore très clair pour les femmes préménopausées, et un facteur protecteur qui est l'activité physique. Chacun de ces facteurs a été considéré jusqu'à présent, pris de manière individuelle, et la communauté scientifique actuelle tend à regrouper ces facteurs pour les englober dans un terme qui s'appelle mode de vie ou style de vie, parce qu'en général, ils sont interdépendants l'un de l'autre. Pourquoi on en est arrivé à étudier l'environnement, le mode de vie, quels indices il y avait? Eh bien, si vous regardez ici l'incidence au niveau mondial du cancer du sein, on voit que les pays présentant la plus forte incidence, donc ici en rouge foncé, sont les pays industrialisés. L'analyse de populations migrantes, donc vers les États-Unis en particulier, a montré que dès la première génération, quand cette génération adoptait les coutumes, enfin le style de vie américain, eh bien, elle présentait une incidence de cancer du sein identique à la population autochtone, donc aux Américaines. Le deuxième indice qu'il y avait, donc c'est une étude publiée dans les années 70 qui montre qu'il existe un lien direct entre la quantité de lipides dans la nutrition et le décès par cancer du sein. Donc en fait, la nutrition, ce facteur environnemental, le premier étudié qui est apparu dans la littérature, c'est la nutrition. Sur ce sujet, 35 ans de recherche, des centaines d'études montrent les conséquences délétères de l'alimentation dite occidentale. Qu'est-ce qu'on sous-entend comme régime occidental? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est une forte proportion de produits d'origine animale, une proportion trop importante d'aliments transformés, type industriel, trop de lipides, la part lipidique est trop importante, et les glucides sont apportés essentiellement sous forme de sucre simple. À ce régime occidental, on oppose ce qu'on appelle le régime sain, ou exemple type méditerranéen. Eh bien, les glucides, eux, sont plutôt apportés sous forme d'amidon, les sucres et les lipides sont en faible quantité, et la cuisine est préparée à la maison. De toutes ces études épidémiologiques, découlent les recommandations nutritionnelles actuelles. Cependant, on s'aperçoit, vous voyez bien, comme il a été présenté précédemment, l'alimentation ne peut être considérée individuellement, elle ne peut pas être dissociée du style de vie. Quelles évolutions du style de vie chez les Occidentaux pour avoir une incidence aussi élevée, en tout cas en ce qui concerne le cancer du sein? Donc ici, je vous ai rapporté des données prises en France où on voit un profond changement des apports énergétiques sur les 200 dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que d'ici, en gros, 1800 aux années 2000, on voit ici la quantité de calories ingérées par jour et par personne. Et vous voyez que cette quantité de calories est passée de 2000 à 3000, ce qui représente une augmentation d'un tiers de la quantité de calories ingérées.
Et cette modification, c'est en particulier ce virage a été pris au moment de l'industrialisation du pays. À ce même moment, la consommation de céréales et féculents a chuté et, en regard de ça, les sucres et les graisses, donc les sucres simples et les graisses, ont été multipliés par 5 dans notre régime alimentaire. Si on s'intéresse maintenant à l'activité physique, ici sont représentés le nombre d'heures consacrées à l'activité physique par jour et par personne, donc sur le même temps, donc entre 1800 et les années 2000. Qu'est-ce qu'on voit? Donc l'ère de l'industrialisation a amorcé une décroissance de cette activité physique quotidienne et aujourd'hui, nous sommes à une diminution de l'activité physique, donc une diminution divisée par 8, enfin une activité physique divisée par 8. Comment est-ce qu'on essaie de rassembler ces deux informations? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Dans les pays industrialisés tels que nous, la France, la nutrition est trop riche, donc est déséquilibrée, c'est-à-dire trop de sucre simple, trop de lipides, trop de viande. Couplé à cela, à une inactivité, on parle actuellement de pandémie de l'inactivité dans la littérature, eh bien, en équation, on arrive à ce qu'on appelle un déséquilibre énergétique. Les apports nutritionnels en quantité sont trop importants par rapport à nos dépenses. Quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, ce sont des résultats français. En 40 ans, le taux d'obésité a été multiplié par 3. Cela peut poser question, effectivement, sur nos styles de vie. Comment peut-on revoir notre mode de vie occidental? Les recommandations actuelles sont d'adopter une nutrition équilibrée. Alors, la nutrition équilibrée, ce n'est pas toujours très simple à comprendre, surtout quand elle est exprimée en calories. Donc, j'ai volontairement choisi ce camembert qui représente la répartition des différents, on va dire, des différents aliments constituant la nourriture. Donc, quelle occupation il devrait avoir sur notre plateau repas. Ici, donc, une nutrition équilibrée devrait inclure 50% de fruits et légumes, 25% de céréales et de féculents, et même plutôt des céréales type complète pour avoir un apport en fibres, et en gros 20% de protéines apportées par un apport protéique diversifié avec viande, poisson et œufs. Vous remarquez ici que l'apport en matière grasse, donc huile ou matière grasse autre, ne devrait représenter que 4% donc de ce volume total, 4% étant équivalent à une cuillère à soupe d'huile. Quels bénéfices peut-on retrouver de cette nutrition équilibrée dans les études? En termes de prévention primaire, là, on a une belle étude qui montre qu'il existe une réduction de l'incidence du cancer du sein quand on essaie de… Là, ça a été une des seules études interventionnelles où on a demandé aux femmes à corriger leur alimentation et on a vu une réduction de l'incidence du cancer du sein. En termes de prévention tertiaire, c'est-à-dire en termes de récidive, les données sont plus controversées et sont surtout peu nombreuses. Là où on peut discuter, effectivement, c'est une diminution de la mortalité. Quelles sont les recommandations actuelles en termes d'activité physique? C'est pratiquer une activité physique régulière et maintenir un poids correct. Quand on parle d'activité physique, dans les études, il est rapporté que les bénéfices potentiels sont surtout obtenus par une activité physique modérée ou active. Cette activité modérée ou active, comment elle est estimée actuellement dans la littérature? Alors, on utilise une unité un peu barbare, c'est le MET, M-E-T, ce n'est pas le mètre, c'est le MET. C'est une équivalence, ce qu'on appelle une équivalence métabolique. Donc, c'est pour l'instant, c'est un petit peu difficile à comprendre. Donc, j'ai essayé de vous transformer ces unités métaboliques en des unités que tout à chacun peut comprendre. C'est-à-dire quand on utilise notre podomètre que nous avons tous dans nos téléphones, ça situe une activité modérée entre 6 et 10 000 pas par jour.
ou alors 2h30 d'activité modérée par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par activité modérée? C'est pareil, il y a eu des grilles de fait pour caractériser chaque activité. Les activités modérées sont la marche active, le bricolage, le ménage ou encore la natation. Quels ont été les bénéfices retrouvés dans les études? Qu'est-ce qu'on a retrouvé? Eh bien, il a été retrouvé que l'activité physique réduisait l'incidence du cancer du sein en prévention primaire. En prévention tertiaire, là aussi, je serai plus réservée car le nombre d'études n'est pas aussi conséquente. On a beaucoup moins de recul. Notamment, par contre, ce qui revient régulièrement, s'il y a une diminution de la mortalité, une réduction de la fatigue et une augmentation de la qualité de vie. La réduction de la récidive est encore, on va dire, à conforter. En conclusion, l'objectif de cette partie de la présentation n'était pas du tout de culpabiliser tout le monde. On sait bien que pour la prévention des caries, personne ne se brosse les dents 3 fois par jour. En revanche, je pense que c'est l'occasion d'avoir une prise de conscience pour définir en quoi notre mode de vie occidental est un risque pour nous. Donc, il faut tendre vers un mode de vie plus sain. Chaque petit pas, je reprends ce flyer que m'a transmis Damien, chaque petit pas compte et finit par faire une grande différence. Ainsi, il n'existe ni aliment au niveau nutritionnel, au niveau nutrition, il n'existe ni aliment interdit, ni aliment miracle. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. En regard de cela, vous avez vu la petite équation, faire ou reprendre une activité physique en fonction de ses capacités. Ces recommandations, en s'adressant à des femmes, bien évidemment, je rebondis complètement sur le commentaire de M. Mario Campone concernant « Nous sommes des femmes, nous avons des enfants, nous transmettons ». L'occasion de se convertir et de rééquilibrer sa propre vie est aussi l'occasion de transmettre quelque chose de plus sain à ses enfants. Un petit peu de documentation. Donc, si vous souhaitez, tout ce documentaire a été conçu à partir des documents qui sont disponibles sur Internet, sur la Haute Autorité de Santé, e-Cancer, le réseau NACRE ou encore le Programme national de nutrition et santé. Je vous remercie de votre attention. Je laisse la place à Damien Van Steen donc, pour la suite de cet exposé sur la prévention en nutrition. Merci. Merci Caroline. Donc, je vais enchaîner pour essayer de balayer en revue quelques idées reçues sur l'alimentation, notamment en prévention des cancers et quand on a un cancer. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est moi qui dois les passer. Oui, voilà. Donc, voilà. Donc, quelques idées reçues. Alors, je travaille notamment dans le cadre du réseau NACRE. Donc, c'est le réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche, qui est un réseau académique qui a pour but de faire le point sur les liens entre alimentation, activité physique et survenue d'un cancer. On a mis le lien j'ai mis le lien sur le chat. Super, merci beaucoup. Donc, sur le site internet, vous trouverez énormément de documentation. Ces documents-là peuvent être téléchargés. Alors, la première idée reçue que je voulais balayer, c'était la question du thé vert, puisque le thé vert, ça aurait un effet supposé contre le cancer, puisque c'est antioxydant, c'est anti-inflammatoire, ça aurait un effet sur le développement des tumeurs. Malheureusement, cet effet qui est très théorique, qu'on voit au laboratoire, dans toutes les études qui ont été faites en prévention des cancers, on n'a pas réussi à démontrer un lien entre le fait de consommer le thé vert et de réduire le risque d'un cancer, quel qu'il soit. Alors, on parle aujourd'hui de cancer du sein. Là, dans les études qui ont été faites, il y a les cancers du sein, et puis il y a un peu tous les autres types de cancers et les différents types de cancers du sein. Donc, il n'y a pas de réduction du risque de cancer avec le thé vert. Par contre, sous forme d'infusion, le thé vert peut diminuer l'absorption du fer. Et puis également, attention, le thé vert, les boissons trop chaudes augmentent le risque de cancer de l'œsophage. Donc les recommandations, c'est plutôt de prendre le thé vert en dehors des repas pour éviter d'interagir avec l'alimentation et de laisser refroidir le thé. Et puis la question, alors là je parlais du thé vert sous forme d'infusion en sachet, la question des compléments alimentaires, c'est-à-dire de prendre
des micronutriments via des gélules, des pilules et autres. Là, à chaque fois, nous sommes plutôt prudents là-dessus. Il y a des risques d'augmentation de la toxicité de ces produits. Et donc, on conseille plutôt de limiter la quantité et de les prendre uniquement sur prescription médicale. Donc, tous ces compléments alimentaires, il y a quand même une notion d'effet dose qui est important. Et on sait que la carence en micronutriments est délétère, mais également les excès en micronutriments peuvent être délétères. Et donc, il y a vraiment une notion d'équilibre à avoir. Et puis, pendant les traitements, l'effet antioxydant du thé vert n'est pas reconnu. Et par contre, ce qui n'est pas très connu, c'est que ça peut augmenter la toxicité des traitements, voire réduire l'efficacité des traitements. Donc alors, on conseille d'éviter d'en consommer le jour du traitement, les 2 jours qui précèdent, les 2 jours qui suivent le traitement, que ce soit la chimiothérapie ou la radiothérapie. Après, là encore, c'est une notion de quantité. Et quelqu'un qui me dit consommer du thé vert matin, midi et soir, plusieurs tasses dans la journée, je lui dis, bah oui, là, il faut peut-être réduire pendant les traitements. Si c'est prendre une tasse de thé vert une fois de temps en temps pendant les traitements, je ne pense pas qu'il y ait de risque à ce niveau-là. Donc voilà pour le thé vert. Autre question qui se pose souvent, c'est la question d'un jeûne thérapeutique, d'un régime restrictif, notamment tout ce qui est régime cétogène, qui est de supprimer le sucre de l'alimentation, puisque on nous dit le sucre donne le cancer. Là aussi, avec le réseau NACRE, alors ça date d'il y a quelques années, c'est en 2017, on a étudié toutes les études depuis l'après-guerre sur les questions de jeûne, régime restrictif et cancer, que ce soit pour éviter la survenue d'un cancer, pendant un cancer ou après un cancer. Dans ces études, malheureusement, il n'y a pas de preuve d'un effet protecteur du jeûne thérapeutique, d'un régime restrictif, notamment du régime cétogène, pour éviter la survenue d'un cancer, quel que soit le type de cancer, et également pendant les traitements d'un cancer, il n'y a pas d'effet de ces différentes modalités de jeûne. Ça ne va pas permettre de mieux tolérer les traitements. Ça ne va pas permettre de rendre les traitements plus efficaces. Donc, le problème, c'est qu'il y a aussi plein de modalités de jeûne différents. Il y a plein d'études qui ont été faites. Il y a de nombreuses études qui n'ont pas été publiées. Et donc, on se pose toujours la question de si ces études ne sont pas publiées, pourquoi ? Peut-être que parce qu'elles n'allaient pas dans le sens de ce que voulaient les auteurs, qui étaient plutôt à promouvoir le jeûne. Donc, moi, je suis très prudent sur ces modalités de jeûne pendant les traitements, d'autant plus que tous ces jeûnes, ces régimes restrictifs, risquent d'aggraver la dénutrition, la perte de la masse musculaire. On sait que c'est déjà difficile de manger quand on a un traitement. Il y a plein de facteurs qui ont tendance à couper l'appétit. On peut avoir des nausées et des vomissements. Et si en plus, à cela, on va rajouter des restrictions alimentaires, on risque d'avoir une perte de poids, une perte de muscles, qui là, par contre, sont des facteurs reconnus d'aggravation de la maladie et de perte de l'efficacité des traitements. Et puis, dans ce rapport, on s'est associé également à des sociologues, à des anthropologues qui ont regardé un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, dans la presse grand public, dans les livres à destination du grand public, et qui nous ont alertés sur le fait que c'était quand même un fait social qu'on ne pouvait pas ignorer, qu'il y avait beaucoup d'espoir qui était mis dans les médecines complémentaires et notamment dans les régimes restrictifs. Et ils nous demandaient d'être à l'écoute des attentes des patients et de dialoguer avec les patients et les patientes pour ne pas se braquer. Et moi, je reconnais suivre des personnes qui décident de faire des jeûnes. Je les rencontre pour leur expliquer pourquoi je ne cautionne pas leur modalité de jeûne, mais après, je préfère être au courant, les suivre pour vérifier que les personnes ne se mettent pas en danger, et on fixe des objectifs de s'il y a une perte de poids trop importante, une perte de masse musculaire trop importante ou des anomalies biologiques qui apparaissent. Là, on va convenir d'arrêter le jeûne. Et avec cette alliance, finalement, on arrive à passer les traitements et on arrive à faire des ajustements pour que tout le monde y trouve son compte. Et puis, dernière chose, la question alors, plus spécifique du cancer du sein et du soja. Le soja contient des phytoœstrogènes et donc ça a été une question tout à l'heure qui a été posée. Est-ce que les phytoœstrogènes augmentent le risque de cancer, notamment est-ce que les œstrogènes augmentent le risque de cancer, notamment dans la pilule? Et puis, qu'en est-il de l'alimentation? Alors, en prévention des cancers, là, ça va vraiment dépendre un peu des origines des personnes, puisque dans les populations asiatiques, on a plutôt
l'impression d'un effet protecteur d'une alimentation traditionnelle riche en soja, avec une diminution du nombre de cancers du sein chez les femmes qui consomment énormément de soja en Asie. Par contre, en Europe ou en Amérique du Nord, cet effet protecteur-là n'est pas confirmé. Et donc, probablement qu'on n'a pas les mêmes façons d'utiliser les nutriments, d'éliminer les nutriments, et que certains nutriments qui peuvent être protecteurs dans certaines populations peuvent ne pas avoir d'effet dans d'autres populations. Et là, par contre, à la différence de l'alimentation, tout ce qui est complément alimentaire, où là, c'est encore ces pilules, ces gélules qu'on trouve en pharmacie ou sur Internet. Là, par contre, ces compléments alimentaires à base de soja, ça va augmenter le risque de cancer du sein, notamment les cancers du sein qui ne sont pas liés aux hormones. Et pour des personnes qui ont déjà des cas de cancer du sein dans la famille, là, il y a clairement une augmentation du risque, donc on déconseille d'en consommer. Pendant ou après un cancer, il n'y a pas de bénéfice démontré du soja. Donc, les précautions sont de dire on va faire comme en prévention, d'avoir les mêmes limitations. Et puis, par contre, pour quelqu'un qui a eu un cancer du sein, on va totalement déconseiller la prise de compléments alimentaires à base de soja. Là, c'est le principe de précaution. N'ayant pas de données là-dessus, on préfère dire aux personnes de ne pas en consommer. Et puis, sous forme d'aliments, c'est une réelle question. Peut-on consommer du soja quand on a un cancer du sein ou quand on a eu un cancer du sein? Alors, le soja a quand même un intérêt dans l'alimentation parce que c'est une source de protéines végétales. Et puis, tout à l'heure, Caroline en parlait de diversifier les protéines, de limiter un peu la consommation de viande. Et le soja, ça peut être une alternative à la consommation de viande si ça rentre dans une alimentation équilibrée et diversifiée. Et donc, les recommandations, c'est on peut en consommer en petite quantité et pas tous les jours. Or là, il y a des formules qui existent en fonction du poids. C'est un peu compliqué. Globalement, je dirais que pour quelqu'un en bonne santé, ça serait maximum 200 grammes de soja par jour et pas tous les jours. Pendant les traitements, peut-être réduire un peu, peut-être pas atteindre 200 grammes. Des 100 grammes, c'est déjà une grosse quantité. Et puis, attention à tout ce qui est produits industriels. Il peut y avoir pas mal de soja caché dans les produits industriels. La lécithine de soja, c'est quand même quelque chose qui est largement utilisé. Et là encore, les compléments alimentaires, le soja sous forme de complément alimentaire, pas de bénéfice démontré. Ça pourrait avoir des effets délétères. Donc, tout ce qui est complément alimentaire, je dirais que c'est que sur prescription médicale, en cas de carence avérée. Et puis, prudence s'il y a d'autres soucis de santé, notamment des problèmes de thyroïde ou des cas de cancer du sein dans la famille ou chez soi. Donc, voilà, j'en ai fini. Ce que je voulais insister, c'est ce qu'a dit Caroline, c'est qu'il n'y a pas de régime miracle. Il n'y a pas de il faut à tout prix faire comme ça ou il ne faut pas faire ça. C'est plutôt de réduire certains aliments, de promouvoir d'autres aliments, aller vers certains modes de vie. Après, l'équilibre alimentaire, le mode de vie, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs jours et ce n'est pas grave, une fois de temps en temps, d'aller dans un fast-food et de manger de la junk food tant que ce n'est pas tous les jours et tant que c'est en quantité raisonnable. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. On va vous poser quelques questions, mais on a déjà bien empiété sur le temps. Alors, juste pour vous dire que ce week-end, il y avait de la course Odyssea à Paris et que Odyssea, jusqu'au bout, va dans la prévention parce qu'à la fin, on avait bien de l'eau et des oléagineux. Donc, parfait pour la prévention, vos conseils, etc. Donc, super, bravo Odyssea. Alors, on avait des questions sur vos présentations, Dr Goupil, Dr Vinsten. Vous avez compilé les facteurs de risque liés à l'alimentation. Vous avez parlé du cancer du sein de façon globale. Ces facteurs sont-ils les mêmes pour tous les cancers du sein ou il y a des sous-catégories de cancers qui vont être plus entraînés par un tel type d'alimentation, etc. Je ne sais pas. Enfin, Damien, moi, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas du tout les études suffisantes pour conclure. Parce qu'on a encore des résultats divergents, savoir si ces facteurs, ces modes de vie
concerne plutôt les tumeurs de type hormonodépendant ou non hormonodépendant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Je suis assez d'accord avec toi, Caroline. En fait, c'est très compliqué ces études parce que déjà, essayez de vous souvenir ce que vous avez mangé sur la journée d'hier. Il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a plusieurs années, c'est très compliqué. Surtout qu'on n'a pas une alimentation monothématique. Hein, on va manger différentes catégories d'aliments au cours du temps, donc c'est déjà très difficile de faire des liens entre un aliment et la survenue des cancers. Et si en plus on veut aller plus en détail, sous-diviser les cancers, donc déjà cancer du sein, cancer du côlon, cancer du poumon par exemple, c'est pas du tout les mêmes facteurs. Certains facteurs de risque peuvent être différents. Et si après on va dans les différentes entités de cancer du sein, de cancer du côlon, de cancer du poumon, là, ça va devenir très très compliqué d'avoir suffisamment de données, suffisamment de personnes suivies. Il faudrait des cohortes extrêmement grandes. Donc malheureusement, on n'arrive pas à affiner cela. Je pense que c'est à prendre en considération. Au niveau nutritionnel, en tout cas, je pense à 2 études, mais les résultats sont contradictoires. Donc on n'a pas tranché, c'est pas tranché comme question en fait. Merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup des lipides d'origine animale, de la consommation de viande, etc. Qu'en est-il du sucre, des glucides? Alors ça, je vais me permettre de prendre la parole là-dessus parce que c'est vraiment une question que je côtoie, qu'on me pose quasiment tous les jours à chacune de mes consultations. Donc, sucre et cancer, alors j'ai une réponse un peu nuancée. Je dirais dans un premier temps que oui, le sucre nourrit les cellules cancéreuses, mais le sucre nourrit également d'autres éléments de l'organisme, notamment le cerveau. Et sans sucre, le cerveau a vraiment beaucoup de mal à fonctionner. Après, les cellules cancéreuses, malheureusement, elles sont capables d'adaptation. Et si on les prive de sucre, elles vont trouver d'autres sources d'énergie dans l'organisme. Dans les premiers temps, elles vont puiser dans les réserves de matières grasses. Donc, après tout, c'est pas très grave, hein, on va perdre ces bourrelets, tout le monde va être content. Mais très vite, les réserves de matières grasses vont s'épuiser. Et là, alors, si on n'a pas d'apport de sucre, les cellules cancéreuses vont puiser dans les muscles pour avoir des protéines. Et ça va aboutir vraiment à une fonte musculaire, à une baisse de l'activité physique, à une dépendance des personnes. Et là, par contre, la fonte musculaire, c'est vraiment reconnu comme un facteur péjoratif dans la survenue d'un cancer. Donc en fait, oui, le sucre nourrit les cellules cancéreuses, mais malheureusement, supprimer le sucre de l'alimentation ne va pas avoir d'effet sur les cellules cancéreuses et va plutôt avoir un effet délétère. Et c'est pour ça que le régime cétogène, moi, je ne le conseille pas du tout. En plus, ces régimes où on supprime le sucre de l'alimentation, c'est des régimes qui sont très déséquilibrés, avec un apport en matière grasse qui est très important et qui clairement là est délétère sur l'organisme. Merci beaucoup. Je peux compléter? Ah oui, allez-y. Est-ce que je peux compléter? Oui, quand on parle de sucre, là, il faut bien entendre la distinction quand on parle de sucre. Glucides, effectivement, ce sont les sucrs, mais ils ont 2 formes, sous forme complexe, donc amidon, céréales, féculents, et sous forme simple. D'accord? Il est conseillé de ne pas, effectivement, moi non plus, je ne suis pas du tout pour ce fameux régime cétogène, mais quand on parle de sucre, c'est apporter des glucides sous forme d'amidon, donc sucre, ce qu'on appelle les sucres complexes. Merci. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut encore répondre à cette question. On avait une question d'Aurélie sur d'autres pathologies associées, notamment l'endométriose. Alors, je ne sais pas si on peut répondre à ça, un lien potentiel entre l'endométriose et le cancer du sein. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je pense pas que j'ai pas de réponse formelle, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu passer quelque chose qui faisait un lien entre endométriose et cancer du sein. Donc, dans les facteurs de risque de cancer du sein, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu l'endométriose. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette vue vraiment à 360
de l'impact de l'environnement, des expositions, et pour nous avoir montré combien le cancer du sein était multifactoriel. Merci infiniment pour cet exercice qui n'était pas facile, hein, professeur Bélanger. En 10 minutes, on vous a demandé de synthétiser des années de recherche. Merci infiniment. Je vais laisser la parole à Anne pour conclure. Et merci à tous les auditeurs qui étaient là ce soir. Oui, merci à tous. C'était vraiment passionnant. Je crois que beaucoup d'auditeurs souhaitent avoir les liens de replay. Vous les aurez la semaine prochaine. Et également accéder à vos présentations. Preuve en est qu'elles étaient fort intéressantes, fort captivantes. Donc, merci à tous et merci à notre soutien institutionnel Harmonie Mutuelle de nous avoir permis de produire ce sujet si intéressant. On en avait parlé avec le professeur Bélanger, peut-être qu'il y aura une suite, une saison 2, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à aborder. Et en tout cas, merci pour la qualité des interventions. On était ravis de vous proposer cela et de parler de prévention en ce mois d'octobre rose, si important.